tout va bien, vous êtes en sécurité. Fermez les yeux, il y a une expérience à vivre. Alors, on avait une idée en tête pour cette soirée et la configuration que vous avez devant vous ne correspond pas du tout à l'idée qu'on avait en tête. Voilà. Donc, je voulais commencer par le préciser. On est sur une estrade, donc on est à distance de vous et on est en hauteur, donc ça pourrait indiquer qu'on a des choses très très importantes à dire et que vous avez vous serez dans la meilleure attitude que d'écouter et de réceptionner ce que nous avons de très important à vous dire, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. En fait, on a des contraintes techniques qui font qu'on arrivait sur ce format-là. Mais l'intention, elle est vraiment différente. L'intention, c'est vraiment de vivre quelque chose et on aimerait pouvoir le vivre en grande proximité avec vous parce que les interventions telles qu'elles sont conçues ce soir sur cette partie de conférence, ce n'est pas de professer quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. En fait, on a demandé aux différents intervenants qui vont succéder de rendre témoignage de quelque chose. C'est ça qui est important pour nous. L'idée, c'est de parler de là où on est, de peut-être dire 2-3 mots de ses préoccupations en lien avec l'éducation, le regard qu'on porte aujourd'hui sur une situation, sur une évolution, sur des projets, et de parler autant avec son cœur et avec ses tripes qu'avec, je ne sais pas, ses enseignements, quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous imaginez que ça pourrait être un thème de toute une journée, voire de tout un week-end, voire de toute une semaine d'échange, mais on va juste essayer de faire ce qu'on peut dans cette soirée, en espérant que vous prendrez plaisir et intérêt. Et puis, Rosina, c'est à toi. Donc, bonsoir encore une fois. J'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Loïc Chalmel, qui est directeur de l'ISEC, enseignant et chercheur. C'est ce titre-là qui nous intéresse particulièrement. Chercheur en sciences d'éducation à l'université de Haute-Alsace, à Mulhouse. Il m'a dit... Quand je lui demandais mais comment je vais vous introduire, il me dit mais je me sens un petit peu comme un fossile. Parce qu'il dit il n'y a plus grand monde à l'université qui pourrait porter le titre de chercheur. Chercheur pédagogique, excusez-moi. Quand j'ai entendu la première fois Monsieur Chalmel faire une conférence, c'était à Lyon. Et il nous a parlé de la pédagogie Waldorf comme un courant pédagogique qui s'insère dans bien d'autres courants de longue date. Donc, c'est pas que depuis 100 ans. Il dit, mais la pédagogie Steiner-Waldorf s'insère dans les pédagogies qui cherchaient, ou qui avaient au cœur l'encouragement et la reconnaissance de l'individualité. Et ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, oui, ça c'est quelque chose qui nous avons tous, je crois, qui nous portons tous. Et c'est pour cette raison et d'autres que nous avons invité M. Chalmel. C'est à vous. On va essayer de ne pas parler trop fort. Bien, j'ai pas beaucoup de temps, alors je vais essayer d'introduire un petit peu la soirée et puis de vous dire un petit peu comment je vois les choses en termes d'actualité de la pédagogie aujourd'hui. Moi, je suis donc enseignant-chercheur et professeur à l'Université de Haute-Alsace. Tous les ans, au mois de septembre, je continue à donner des cours aux primo-arrivants à l'université. Ce sont des étudiants de première année de licence. Ils ont 17, 18 ans. Ils débarquent à l'université. C'est la grande liberté, le début d'une épopée nouvelle.
Et on a comme ça l'image, on se dit un jeune adolescent, 17, 18 ans, il est plein, c'est l'espoir de l'humanité, il est plein d'envie, c'est quelqu'un qui va avoir des tas d'initiatives, etc. Et je me retrouve devant 150 personnes que j'appelle des consommateurs de savoir. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ils ressemblent à ce que vous êtes maintenant. Ils sont là, dans l'amphithéâtre, et ils sont là pour une raison bien précise. Ils viennent écouter quelqu'un, ils viennent pour prendre des notes, et les notes qu'ils vont prendre, elles vont leur servir à valider un examen. Et ils sont là pour ça. Et l'examen, d'une certaine manière, ça représente le salaire de leur travail. Et d'ailleurs, l'université leur facilite les choses, puisqu'aujourd'hui, on leur donne des crédits. Donc, si vous voulez avoir du crédit, il faut écouter, il faut prendre des notes, etc. Et ça, c'est un problème extrêmement difficile lorsqu'on est enseignant et qu'on croit un peu dans les vertus de la pédagogie, parce qu'on se rend bien compte que comme ça, on n'arrivera à rien. C'est-à-dire qu'on est simplement dans la transmission de connaissances qui ne servent qu'à une chose, à valider un examen. Bon. On ne voit pas tellement comment ça va participer à construire un projet individuel, un projet professionnel, avec des individus qui soient participants à ce projet-là. C'est pour ça que j'ai coutume de dire, que je leur dis, moi, que le travail que je vais faire avec eux, ce n'est pas un travail de construction, mais c'est un travail de déconstruction. Pour moi, la pédagogie, ça commence toujours par un travail de déconstruction. Et pourquoi, inévitablement, je me retrouve toujours en face de 130 personnes qui sont des consommateurs de savoir. Ce que Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien de la fin du XXe siècle, appelait justement des consommateurs. Eh bien, c'est le résultat d'un conditionnement dans lequel nous sommes tous plus ou moins plongés. Alors en gros, je vais essayer de schématiser un peu un certain nombre de pensées pédagogiques. On va dire que chacun d'entre nous est bipolaire. C'est-à-dire qu'en fait, il est constitué de deux entités. Une entité que je vais appeler l'entité du moi authentique. Le moi authentique, c'est ce qu'on est, quoi, en tant qu'individu. Un individu, étymologiquement, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas diviser. Donc nous sommes un tout. On sait bien que dans une fratrie, on parlait de parentalité tout à l'heure, dans une fratrie, vous pouvez être les enfants de mêmes parents, c'est pas pour ça que vous êtes des clones. Chaque enfant va avoir son authenticité, son originalité, sa personnalité, et indépendamment du lieu où il a été éduqué, d'une certaine façon. C'est ce qui va représenter le moi authentique. Ce moi authentique, il a des envies, il a des besoins, il a des aspirations, il se projette. Voilà. Et à côté de cette première identité, il y en a une deuxième qui va très vite venir en concurrence avec la première, qui est celle que je vais appeler le moi social. Le moi social, c'est tout à fait autre chose. Le moi social, c'est d'une certaine manière l'identité que la société veut vous donner. C'est-à-dire ce à quoi elle veut que la population ressemble. Et suivant les systèmes éducatifs, ce moi social va avoir une relativité complètement différente. Aujourd'hui, un Européen qui naît à Stockholm et un Européen qui naît à Colmar, eh ben, il n'est pas conditionné socialement de la même manière. Et c'est un petit peu partout dans le monde la même chose. Le moi authentique, lui, il est unique, il est irremplaçable. Le moi social, il est dépendant d'une société. Il est conforme à un modèle. Si on regarde l'école telle qu'elle est organisée chez nous, en France, et en particulier dans tous les pays latins, le choix d'éduquer a été fait du côté du moi social au détriment du moi authentique. C'est-à-dire que dès le départ, dès la toute petite enfance, l'enfant va être habitué à entrer dans des normes, dans une normativité successive qui va le conduire
de palier en palier, à franchir des étapes pour se conformer à un certain modèle social qui est le modèle social classique de la réussite dans les pays européens du Sud. Et je dis bien que cette conformation sociale, elle se fait au détriment souvent du moi authentique. C'est-à-dire que quelque part, pour arriver à se conformer, souvent, il faut renoncer. Renoncer à des aspirations qui étaient celles du moi authentique, ce qu'on aurait bien voulu faire, et puis ce qu'on ne peut pas faire parce que le moi social, lui, il dit ce qu'il faut faire, ce qui doit être et comment on doit le faire. Et les gens s'habituent, d'une certaine manière, à se conformer. D'une certaine façon, on peut dire que l'éducation, quand elle est conçue de cette manière, est un processus de dénaturation. Au sens où le moi social serait, c'est d'ailleurs ce que disait Rudolf Steiner, quelque chose qui est d'une dimension naturelle, au sens de suivant les lois de la nature et du développement humain, alors que, encore une fois, le moi social est un moi déterminé de l'extérieur et plutôt par des décisions culturelles et politiques. Or, comme l'individu est habitué à se conformer, eh bien, lorsqu'il arrive à l'université, avec ses 17-18 ans, il est parfaitement conformé. Il n'y a pas de problème. Il est assis, il écoute et il prend des notes. Voilà. C'est le résultat d'un cheminement qui est celui d'un conditionnement typique de l'école telle qu'elle est conçue traditionnellement. Encore une fois, lorsqu'on change d'univers social, on change de forme de conditionnement. Et donc, on n'a pas forcément les mêmes règles et on n'obtient pas forcément les mêmes individus. J'ai été pendant quelques années, 10 ans, professeur à l'université de Rouen, où je dirigeais un master européen et j'avais des gens qui venaient d'un peu tous les pays du monde. Et je disais toujours, les étudiants français, il faut toujours que je leur dise ce qu'ils doivent faire. Bon. Les étudiants scandinaves, il faut que je comprenne ce qu'ils veulent faire. Bon. Et les étudiants brésiliens, il faut que je sache où ils sont. Ça, c'est pas la même problématique. Mais à chaque fois, le rapport à l'enseignant, le rapport au travail, aux apprentissages est évidemment très dépendant de la manière dont ils ont construit cette identité. Bien. Alors, très vite, ce conditionnement-là, il a un problème. Un premier problème, c'est qu'évidemment, c'est une machine à exclure. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a des individus, des enfants, des adolescents, puis des adultes qui n'arrivent pas à se conformer, qui n'arrivent pas à rentrer dans le modèle, quoi. Ils n'ont pas la moyenne, ils ne sont pas dans la norme, etc. Et donc, à tous les étages, ce système va produire des exclusions. Et il est très difficile ensuite de trouver une manière de se considérer à l'intérieur d'un système dont on a été exclu. Or, c'est très difficile. Parce que la plupart du temps, ce qu'on propose à des gens qui ont été exclus, eh bien, c'est ce qu'on appelle du soutien, du rattrapage, du tutorat ou autre chose. C'est-à-dire, en gros, vous avez une logique extraordinaire. Un gamin qui n'apprend pas bien à lire, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Plus de lecture. Parce qu'on pense que, comme ça, peut-être, il finira bien par apprendre. C'est une logique qui est une logique absurde. Et quelque part, qui est quand même très dominante aujourd'hui. Bon. Et donc, beaucoup de personnes, au fur et à mesure, se retrouvent ainsi marginalisées et donc vont se construire ce que l'on va appeler un troisième type de moi, qui est un moi marginal. C'est-à-dire se construire une identité dans la marge par rapport à la norme. Bien. Alors, l'éducation nouvelle, au début du XXe siècle, avait cet espoir de redonner une véritable place au moi authentique à travers l'éducation. C'est-à-dire de faire en sorte que la construction identitaire devienne un enjeu majeur et que ce ne soit plus l'enjeu social qui soit dominant. Et donc, les gens n'ont plus à se conformer, les gens ont à développer un potentiel qui est le leur.
C'est dans ce cadre-là que se situent beaucoup d'idées de rénovation pédagogique, et en particulier la pensée de Rudolf Steiner, qui se situait, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, qui se situait dans un courant de pensée qui est assez répandu quand même dans ce qu'on appelle le couloir rhénan, c'est-à-dire d'une pédagogie qui est plutôt née, pour moi, en République tchèque, puis qu'on retrouve ensuite en Allemagne, qu'on va retrouver dans les régions rhénanes comme l'Alsace, par exemple, où on considère au départ la pensée d'un pédagogue qui s'appelait Comenius et qui a dit quelque chose d'absolument essentiel. L'enfant est un microcosme du macrocosme de l'univers. Au sens où dans un enfant, il y a tous les savoirs du monde. Et que quelque part, le rôle de l'éducation n'est pas de transmettre des connaissances, mais d'aider des connaissances qui sont déjà là à s'épanouir. Il y a bien cette idée de correspondance entre un univers, entre une harmonie universelle et un être humain, qui est d'une certaine manière en micro le représentant de cette harmonie universelle. C'est un pari éducatif formidable, c'est-à-dire l'idée que l'échec n'est jamais du côté d'un enfant. Il a tout le potentiel pour y arriver. Ce qui est demandé aux éducateurs dans le cadre de cette pensée-là, c'est d'être capable de mettre en place un environnement qui soit susceptible de permettre à ce potentiel de s'épanouir. Et alors, toute la tradition éducative à laquelle va se rattacher Rudolf Steiner, mais d'autres, cette tradition éducative rhénane, va essayer de démontrer que c'est possible. Et que c'est possible à tous les niveaux, c'est l'objet de la soirée, que c'est possible au niveau parental, au niveau familial, que c'est possible à l'école et que c'est possible dans la société. Qu'une autre forme de société, une autre forme d'organisation est possible à partir du moment où l'on croit que ce potentiel-là, qui est en chaque être humain, existe. Et donc, la responsabilité devient de mettre dans l'environnement de l'enfant les modèles et puis l'ergonomie qui sera susceptible de permettre à ce potentiel d'advenir. Tout savoir est normalement accessible à tous. Et c'est un défi énorme. Imaginez qu'on pousse à l'extrême ce que je viens de dire. Ça voudrait dire que tout le monde peut y arriver, tout le monde peut réussir. Et ça fait très peur au monde social. Imaginez une société dans laquelle tout le monde réussit. Ça fait peur à tout le monde, ça. On a l'habitude d'être dans un monde qui est organisé avec des règles qui montrent qu'il y a des bons et des moins bons. Des gens qui réussissent brillamment et d'autres qui ont des difficultés. Et ainsi, la société est bien organisée. C'est un problème majeur, essentiel, et la compréhension de cette forme éducative-là, elle est extrêmement importante. Donc on y reviendra peut-être au cours de la soirée. Et dans la nouvelle école, dans la façon de changer justement le modèle social dominant, dans les différents courants pédagogiques, qui souvent sont assimilés. Aujourd'hui, moi, ça me fait souvent bondir quand j'entends souvent les politiques, d'ailleurs, dire, quand ils parlent de pédagogie, souvent, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, et ils assimilent un peu toutes les mouvances pédagogiques en disant, voilà, tout ça, c'est de la pédagogie nouvelle, c'est la réforme pédagogique. Non, c'est pas tout pareil. Tout dépend si vous référez au moi authentique ou au moi social, y compris dans la réforme pédagogique, il y a des gens qui veulent réformer le moi social. C'est-à-dire, ils ont l'idée de changer la société à travers l'école. Et donc, cela consiste à mettre à la place du moi social actuellement dominant un autre moi social. Mais ça ne veut pas dire pour autant
qu'on veut vraiment travailler avec le moi authentique des individus. Et puis, il y a des réformes pédagogiques qui, elles, disent qu'il faut renoncer à vouloir travailler uniquement sur la dimension sociale et qu'il faut travailler avec les individus en les mettant véritablement au centre des choses et en essayant de développer avec eux le potentiel qui les habite. Dans un cas, vous avez une dimension d'uniformisation et dans l'autre, vous êtes obligé d'aller du côté de l'altérité, de la différence, de l'hétérogénéité. Ce n'est pas du tout le même projet, ça n'a pas le même sens. Voilà, donc pour introduire un peu les débats qui viendront après, c'est un petit peu ce que je pouvais dire au début. J'espère que ce n'était pas trop confus. Alors, on vous propose de visionner un petit film qu'on a réalisé à Prime Enfance parce que c'est une bonne introduction aux échanges qui vont suivre. L'objectif, c'était de filmer l'enfance et on s'est dit que la meilleure façon de filmer l'enfance, de montrer l'enfance, c'est de montrer l'enfant. Donc, Sophie, toi, tu travailles au Jardin d'enfants de Strasbourg. Comment ça te parle, ces images d'enfants qui vont en forêt et qui cheminent librement comme ça? Merci. Bonsoir. Moi, ça me dit que la nature, déjà, l'environnement naturel, un enfant est un être naturel qui reste dans un environnement naturel quand il est comme ça dans la nature et avec une impression de liberté, un espace, tout en ayant une impression de sécurité et de forme. Et c'est ce qui me semblait être la définition même de la liberté, des formes qui permettent une émergence du fond, dont on entendait parler par rapport à l'individualité. Et c'est ce qui me semble être notre travail, en tout cas notre enjeu dans la toute petite enfance, dans la petite enfance. Moi, effectivement, j'ai des enfants un tout petit peu plus grands, des enfants de 3 à 6 ans, dans un groupe d'âge mélangé. Et pour moi, c'est vraiment important que chaque enfant puisse vivre à un moment ces expériences qui puissent être un individu reconnu, vu pour ce qu'il est, avec quelque chose de... Oui, avec sa vérité, pas quelque chose forcément d'enrobé ou ouais, on va dire ça comme ça. Et qu'en même temps, il puisse aussi être dans cette lumière et de temps en temps aussi partir dans l'ombre et laisser les autres émerger aussi. Et ça me paraît, cette respiration, ou cette alternance, ou ce rythme le permet aussi. Ces espaces se font, cette forme, de pouvoir vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, jouer entre ce moi social et ce moi individuel, sans qu'il tombe dans un individualisme. J'ai l'impression que c'est un peu le pont qui est un peu difficile, l'enjeu de cette période-là que nous vivons, qu'on ne tombe pas non plus dans l'individualisme, et que ce que la lumière apporte à l'ombre et l'ombre à la lumière. C'est ça que j'ai envie de faire vivre aux enfants et que je vois derrière ces images. Des moments de lumière et des moments d'ombre, de respiration entre l'individuel et l'universel. Que l'un toujours parte vers l'autre et revienne du local au global. Que tout ce qui aujourd'hui m'arrive, c'est individuel, c'est moi, là, mais demain ce sera toi, et dans 5 minutes ce sera dans 1 seconde ce sera Françoise ou Rosina, et qu'on puisse comme ça vivre dans cette alternance d'oubli et de réveil, de nuit et de jour. J'ai l'impression que c'est... pour moi c'est des choses qui me font réfléchir et chercher tous les jours. Quand je vois ces images, ce qui vient à moi, c'est une énorme confiance que ces enfants ils ont à les adultes qui les accompagnent. Parce qu'on les voit courir, on les voit tomber, on les voit se relever, tenir la main. Donc on voit qu'ils ne sont pas tout seuls. Il y a l'adulte quelque part qui les accompagne, qui, comme tu le disais dans l'introduction, qui les enveloppe. Mais pas présent. C'est pas moi qui mène le chemin. C'est eux qui cherchent le chemin et l'adulte
va avec eux à leur rythme. Et ça me semble très important quand on voit ces images-là. Françoise, alors toi, tu as créé une première crèche en pédagogie Steiner il y a 25 ans de ça, en France, à Strasbourg, la petite table ronde. Et sûrement que ces images, elles sont évocatrices de quelque chose chez toi. Moi, j'ai une question quand même. Sophie parlait de la vérité de l'enfant. Et la question, c'est, de ton regard, comment on approche la vérité de l'enfant en crèche ? Question facile. Non, c'est une question qui me renvoie encore aussi à une image, et une image à laquelle je vous invite aussi tous. C'est celle du petit enfant qui arrive au monde. Le petit enfant qui arrive au monde, qui nous est inconnu et qui nous habille de qualités tout d'un coup, de plein de qualités sensibles. Et nous sommes là devant un être. On a préparé énormément de choses dans la maison, en soi, autour de nous. Et puis, il est là, il vient bouleverser un ordre, oui. Et il nous fait recommencer à saisir la vie autrement. Et nous sommes là, en face, au-dessus de lui, à lui promettre de vraiment tout lui offrir, qu'il nous montre qui il est. On ouvre quelque chose, un espace qui est hors du temps, qui est hors de nos habitudes. Et on aimerait bien le connaître, on aimerait bien le rencontrer. Et si on laisse ce temps vivre, exister beaucoup plus longtemps que ce qui arrive habituellement, alors là apparaît la possibilité, on lui ouvre la possibilité de renforcer ce moi authentique un jour qui se manifestera dans sa vie. Et l'autre jour, il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvée avec mes collègues à participer à un travail et on nous a demandé de juste dire quelque chose que Rosina a relevé. Et j'ai tourné autour et je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? La question était, qu'aimeriez-vous sentir en entrant dans une crèche, dans une structure où il y a des tout-petits ? Et quelque part, il m'est sorti une expression, j'aimerais ressentir une lenteur habitée. Et pour moi, ça ne voulait pas dire qu'on devienne tout d'un coup très lent et que tout se fasse lentement, mais que cette lenteur nous habite, on laisse venir à nous cet être qui se révèle jour par jour, d'instant à instant, et puis après on le laisse cheminer avec ça. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut aussi... Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que ça. Il faut s'occuper de lui. Il y a le rythme de la vie. Il y a les parents qui reprennent leurs habitudes. Mais avec toujours cette image de la naissance, si on la garde le plus longtemps possible et qu'on s'en habille toujours, c'est une enveloppe de l'être qui est accueilli, qui est respecté et qui est on lui laisse son chemin. Et effectivement, très vite, d'ailleurs c'est toujours dans des qualités d'amour, mais très vite, on regarde ce petit enfant, on essaye de voir qui il est, mais tout de suite, il y en a un qui dit « Ah, il ressemble à qui ? À qui il ressemble ?» Ou bien, et puis, hop là,
c'est plus de l'individualité qu'on parle, c'est de l'hérédité. Et puis après, on dit, ah oui, il va faire comme ci, il va faire comme ça. Et puis, ça y est, on a déjà projeté des choses sur lui. Et on oublie de le laisser arriver. Voilà. Pour moi, c'est l'image qui me porte toujours quand je veux parler de la petite enfance. Merci. Ça me permet de me tourner vers François. Donc, François, parent au Jardin des Petits. Alors, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'avoir un regard de parents. Et l'objectif, ça serait aussi d'avoir des témoignages éventuellement qui viendraient de la salle, d'autres parents de la crèche. Et on a fait vivre cette expérience aux parents. On leur a proposé de faire une soirée. On a même eu plusieurs soirées de suite sur le thème du portrait de l'enfant. Et on invitait les parents à observer leur enfant. Et il semblerait que c'est quelque chose, c'est une pratique. Moi-même, en tant que parent, je peux en témoigner. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On voit très vite l'hérédité, les mauvais traits du père ou de la mère, ou des grands-parents, mais de regarder de la façon la plus neutre possible l'enfant dans ses traits, dans le détail, dans la finesse. Alors ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Je voulais te demander comment toi tu as vécu ces ateliers, et puis d'une façon générale, est-ce qu'il y a des éléments de découverte dans ce chemin de parents au Jardin des Petits ? Effectivement, quand la crèche en préparation des soirées nous a proposé ces séances d'observation, ça a été curieux en fait de se départir de ce qu'on a entendu tout à l'heure, voilà, du regard hérédité, de tout ce qu'on peut entendre autour de nous sur à la fois les traits des uns des autres, à la fois de ce qu'on pourrait projeter sur son enfant. Puis on s'aperçoit voilà, de détails physiques, de détails de comportement et d'une personnalité, du moins c'est ce qu'on pense, d'une personnalité qui se construit progressivement et au fur et à mesure. Je pourrais poser un petit commentaire sur peut-être l'aîné de notre enfant, donc l'aîné de nos enfants, pardon. Anna a encore aujourd'hui du mal à ne pas avoir besoin de nous pour s'endormir le soir, par exemple. Voilà. Et dernièrement, elle a vécu une expérience qui était assez inédite pour elle, inquiétante pour nous. C'est qu'elle a passé 3 jours ou 4 jours, 3 nuits, loin du nid familial, en classe verte. La question qu'on se posait, c'était est-ce qu'on a été capable, avec Virginie, de lui donner assez de confiance pour que cette petite parenthèse où nous étions loin se passe bien et qu'elle le vive pleinement. Le retour d'Anna a été particulièrement enchanteur. Autant les nuits avec nous restent difficiles, autant l'expérience qu'elle a vécue dans cette classe verte, de témoignages d'enseignantes qui connaissaient Anna et qui ne la connaissaient pas, était unanime sur le fait qu'elle a vécu ce séjour pleinement, sans angoisse, sans préoccupation, sans frein. Je vois que le parcours à la crèche lui a peut-être servi pour cette expérience-là. Je m'explique. On évoquait le moi social, le moi authentique en introduction. Les témoignages qu'on a reçus nous disaient qu'Anna était volontaire, elle avait tout le temps envie d'aider les autres, elle avait tout le temps envie d'accompagner les plus petits, elle prenait des initiatives et qu'elle vivait ce séjour à 100%, vraiment pleinement. Je me suis dit peut-être, je peux me tromper, mais que à ce moment-là de cette expérience de vie, son moi authentique était en adéquation, entre guillemets, avec ce qui était, avec ce qui lui a permis de vivre ce que le moi social attendait dans la crèche. Et finalement, voilà, observer Anna avant et après ce départ, c'est un ballon de confiance qu'elle a finalement acquis, qui est très fort. Et qui nous touche forcément. Et un petit mot qui me vient là, lorsque Laurence, que je vais citer, de qui mon fils est très proche et nous parle souvent, parlait de la vie de ses petits, elle nous expliquait que chacun menait ses petits projets
parfois les uns interfèrent dans les autres. Mais cette idée, elle est forte. Ils ont 1, 2, 3 ans et ils vivent leur petit projet, petite mission à accomplir. Et le personnel de la crèche, voilà, les observe, est bienveillant avec eux, dans le respect de leur individu, très nettement. Et quel regard et quelle chance qu'on a de partager ça. Je ne crois pas avoir totalement répondu à l'enjeu de la question, mais je suis parti comme j'ai pu. Bon, l'arrivée est pas mal, hein. Mérite des encouragements. On pourrait imaginer que peut-être qu'on a à côté de nous le seul parent satisfait de notre crèche. Ça pourrait, qu'on a quand même réussi à en trouver un, de l'amener sur scène, naturellement. Notre équipe a vécu cette année encore le congrès sur la petite enfance à Dornard. Mais j'ai l'impression qu'il y a une séquence qui a fait l'unanimité. Et j'aimerais bien que tu nous en parles, Rosina, parce que ça me permettrait ensuite de me tourner vers Loïc pour poser la question, peut-être qui ferait un peu la conclusion de notre petite table ronde. Donc c'est la séquence australienne. C'était une séquence australienne-indienne. En effet, sur scène était une pédiatre indienne et un kinésithérapeute australienne. Et les deux travaillent en Inde avec des enfants autistes. En effet, ils mettent en place tout un programme dans les écoles en Inde classique, un programme Waldorf. Ils ont été demandés de mettre en place ce programme. Et ce qui m'a beaucoup touchée à leur récit était la façon dont ils sont présentés. C'était donc une femme et un homme qui étaient sur scène, et ce qui transpirait, c'était leur relation de respect mutuel un vers l'autre et de leur passion pour le travail. Donc, il parlait des enfants autistes, pour être très courte, comme des êtres qui sont autour de leur corps. Par contre, nous, avec un peu de chance, on est bien rentrés. Donc, ce que nous, on cherche à faire, évidemment, dans la crèche, est d'aider l'enfant à rentrer. Mais des fois, ça prend beaucoup plus de temps, donc le rythme, le temps, comme Françoise le disait déjà. Mais ces deux-là, ils nous parlaient de pouvoir communiquer avec ces êtres qui ne sont pas dans leur corps, donc qui ne peuvent pas parler. Vous connaissez sûrement tous les autistes, donc certains d'entre eux ne parlent pas, ne regardent surtout pas quand vous leur parlez. Et donc, le récit sur scène était comment ils sont trouvés à communiquer et comment rentrer en lien avec ces êtres-là. Et ça m'a beaucoup touchée parce que ça ne se passait pas d'une manière facile. Et le kinésithérapeute, par exemple, il disait au début, il entendait kinésithérapeute, donc il travaillait sur le corps. Et il disait, il avait l'impression qu'il cherchait à rentrer l'être. Et chaque fois qu'il essayait de faire ça, il avait l'impression qu'il s'éloignait et que l'enfant s'éloignait. Et alors il a appris avec le temps de mettre juste ses mains, et il disait ses mains devenaient des oreilles. Donc c'est avec ses mains qu'il écoutait ce que l'enfant avait à lui dire. Donc ça m'a évidemment beaucoup impressionnée. Je me suis dit oui, dans la petite enfance, avec les tout petits, qu'est-ce qu'on fait nous, en faisant le soin, en le regardant, on communique aussi avec nos mains. Nos mains, c'est aussi comme des oreilles. Notre regard, c'est aussi comme un organe sensoriel. Et la dame, elle parlait beaucoup sur le plan pédiatrique, donc elle était médecin. Et elle disait aussi, pour elle, c'était très important de réfléchir qu'est-ce que l'enfant consomme. Elle parlait de input, qu'est-ce qu'il va dedans, pour comprendre qu'est-ce qu'elle en sort. Donc vous avez devant vous, et elle nous racontait, nous avons eu devant nous des enfants qui bougeaient comme ça, qui se tapaient, et ils comprenaient pas pourquoi cet être fait ça. Et elle disait, c'est intéressant de regarder ce que se passe avant.
Donc elle parlait de la nourriture, elle parlait surtout aussi du soin et de la façon dont l'adulte rentre en contact, en lien avec l'enfant. Donc voilà, ça m'a beaucoup parlé parce que dans notre travail, ce qui pour moi est absolument essentiel, c'est de trouver un lien avec l'enfant et après d'accompagner ces fameux projets et de rester en contact avec ce que l'enfant doit faire. Et c'est pas nécessairement de tout de suite rentrer et d'être fonctionnel et de pouvoir fonctionner, mais de prendre le temps de faire des expériences sensorielles qui lui permettent de devenir. C'est très bref ce que je vous dis, mais bon, j'espère que ça donne du sens. Alors moi, ça me donne envie de me tourner vers toi, Loïc, et de me dire, mais quand une équipe de pédagogues de la petite enfance reviennent d'un congrès comme ça, et ce qui a été le plus flagrant pour eux, le plus marquant, c'est ce qu'on raconte dans l'accompagnement, certes très innovant, mais de ce qui se fait avec les autistes. Alors, comment toi ça te parle? Comment tu reçois ça dans l'époque actuelle? En 2 minutes, oui. Moi, les témoignages que je viens d'entendre font beaucoup écho à la manière d'accompagner la petite enfance qui était déjà en son temps développée par un pédagogue voisin, puisqu'il est suisse à l'origine, qui s'appelait Pestalozzi. Et lui, il disait des choses, il me semble que c'est tellement important d'avoir ce type de repère lorsqu'on s'adresse à la petite enfance, que l'accompagnement devait se concevoir à l'intérieur d'un triangle. D'abord, il repartait de l'idée dont j'ai parlé tout à l'heure, fondamentale, qu'à l'intérieur de chaque enfant, il y a une force qui le pousse à apprendre, qui le pousse à regarder vers les autres, à s'ouvrir au monde qui l'entoure. Et justement, l'autisme, c'est un problème de dysfonctionnement par rapport à ça. Mais incontestablement, pour Pestalozzi, cette force existe. Et notre rôle en tant que parent ou en tant qu'éducateur, c'est d'aider cette force à grandir, de la nourrir. Et pour la nourrir, il défend un modèle éducatif en 3 dimensions. C'est-à-dire, il y a 3 formes d'éducation qui permettent justement l'accompagnement, qui permettent le développement de l'individualité et en même temps l'entrée dans le monde, l'ouverture au monde. C'est l'éducation de la tête, l'éducation du corps et l'éducation du cœur. Et ce qui est très important chez Pestalozzi, c'est l'idée que ces 3 formes-là doivent être parfaitement équilibrées. C'est-à-dire qu'il doit y avoir autant d'attention qui soit portée au développement des connaissances qu'au développement physique, au développement du corps ou au développement des émotions. Et donc la règle ici, c'est l'équilibre. Et c'est ainsi qu'il sera de ceux qui vont défendre l'idée que l'arrivée de l'enfant dans une éducation de type normatif doit être différée pour laisser le temps aux familles de bien développer cette triangulation entre la tête, le cœur et le corps. Et de ne pas privilégier une dimension par rapport aux autres. Or, la plupart du temps, par rapport au modèle dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, les institutions sociales, elles ont tendance à s'intéresser uniquement à la tête. Et donc, quand on travaille uniquement avec la tête des enfants, on fabrique des déséquilibrés. Et ça, c'est un vrai problème. Et Pestalozzi ajoutait que la forme, on parlait tout à l'heure de bienveillance, la forme essentielle en termes d'éducation de la petite enfance, c'était un terme qui n'est pas très à la mode aujourd'hui, mais c'est tout simplement l'amour. Il défendait l'idée qu'un enfant, un être humain qui vient au monde, il a essentiellement, d'abord et avant tout, besoin d'être aimé. Être aimé, c'est la condition nécessaire pour pouvoir, d'une certaine manière, s'aimer soi-même. Et progressivement, accéder à avoir suffisamment d'estime de soi pour accéder à l'autonomie. Et ça, c'est une leçon extrêmement intéressante quand on la renvoie à la perspective éducative contemporaine.
Où sont les espaces véritablement dans lesquels l'enfant est éduqué selon sa tête, selon son cœur et selon son corps? C'est très important que ces trois dimensions soient effectivement équilibrées si on veut développer l'individualité qui est en chacun d'entre nous. Il y a toujours une grande difficulté à éduquer simultanément selon ces trois dimensions. Ça me paraît extrêmement important. Et puis par rapport à l'expérience dont vous avez parlé, je rappellerai juste que le créateur des jardins d'enfants, Friedrich Froebel, avait fondé sa théorie du jeu sur l'observation des enfants jouant. Et donc c'est une belle réminiscence. Merci. Est-ce qu'on pourrait dire que quand il y a équilibre de ces trois composantes, il y a une marche vers la liberté? Ah oui, justement. Eh ben, c'est une super transition sur le thème d'après, puisque le thème d'après, c'est l'école qui rend libre et créatrice. Merci. J'imagine que c'était assez frustrant d'un temps de parole si limité, donc ça invite simplement à une nouvelle rencontre et à des nouveaux échanges. Et merci à vous. Et donc, sous les applaudissements...